L'affaire Hassan Iqiyoussen, vous avez tous suivi les événements de près ou de loin. On en a parlé à longueur de journée dans les médias et dans la communauté. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à en dire? Moi, ce que je veux affirmer ici, c'est que les accusations de Darmanin contre Hassan Iqiyoussen sont irréfutables. Ça vous étonne? C'est pourtant ce que je vais vous prouver dans cette vidéo. Alors vous savez comment je suis, j'aime bien voyager dans le temps et dans l'espace. Pour cette démonstration, on fera un petit tour à Vienne dans le cabinet de Freud. On passera par la France de Pétain et on ira même visiter le pays des merveilles pour y rencontrer Alice. Prêt pour l'aventure? À tout de suite pour en parler. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'affaire Hassan Iqiyoussen a défrayé la chronique dernièrement. Après plusieurs péripéties politico-juridiques, le Conseil d'État a finalement validé la décision du ministère de l'Intérieur d'expulser Iqiyoussen de la France. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, la police belge vient juste de l'arrêter. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces péripéties, vous les connaissez déjà bien, d'autres en parleront bien mieux que moi. Non, moi je voudrais plutôt attirer votre attention sur les plaidoiries contenues les avocats devant le Conseil d'État. Parce que, comme je vous le disais en préambule, les arguments que le ministère de l'Intérieur a développés à ce moment-là, ces arguments, ils étaient irréfutables. Bon, en fait, c'est peut-être pas irréfutable au sens où on l'entend habituellement, mais c'est précisément ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, le contexte, c'est quoi? Le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion de Iqiyoussen. Darmanin est fâché, il a saisi le juge des référés du Conseil d'État, ce qui nous amène donc au 26 août devant ce fameux juge des référés. Imaginez un peu le tableau, d'un côté l'avocat de Iqiyoussen, brillante, droite dans ses bottes, assénant ses arguments un à un avec aplomb et assurance. Et de l'autre côté, la représentante du ministère de l'Intérieur, moins sûre d'elle quand même, qui hésite un peu ici et là, mais qui parvient donc quand même à fournir des arguments irréfutables. Qu'est-ce qui a été dit devant le Conseil d'État? Alors moi, j'y étais pas, mais d'autres y étaient, et notamment la journaliste Siham Asbag, active sur Twitter, où elle a tenu un compte rendu en direct des plaidoiries. Quels étaient ces fameux arguments du ministère de l'Intérieur? La représentante de Darmanin commence en disant que c'est une affaire hors norme, qu'on ne trouve pas dans la jurisprudence et que les discours de Hassan Iqiyoussen sont très insidieux. Notez bien ici le terme insidieux, il est central, on y reviendra plus tard. La représentante continue, Iqiyoussen est une figure charismatique et reprend des idées insidieuses, encore une fois, qui sont des provocations à la haine, à la discrimination, à la violence. C'est pas fini, devant les protestations de l'avocat de Iqiyoussen, elle dit que, et je cite, on peut tenir en même temps des propos insidieux et explicites. C'est ce fameux double discours qu'utilisent les frères musulmans, c'est leur stratégie, dit-elle. Puis elle enfonce le clou, elle affirme Iqiyoussen a compris ce qu'il pouvait dire ou ne pas dire. C'est un malin, l'archétype du frère musulman et de leur double discours. Enfin, un dernier argument massu, la représentante de Darmanin déclare que Iqiyoussen, certes, appelle à voter, il utilise la démocratie, pas pour la démocratie elle-même, mais pour la déstabiliser. La finalité, c'est l'instauration d'un califat en France. Tadam! Voilà en gros ces fameux arguments qui ont visiblement convaincu le Conseil d'État, puisque vous le savez, ce dernier a validé la procédure d'expulsion. Certains d'entre vous doivent être un peu perplexes. Ah oui, je vous vois là, les yeux écarquillés, en mode « Mais qu'est-ce qui lui prend? En quoi c'est des arguments irréfutables ?» C'est le genre de discours creux et vide qu'on entend maintenant depuis des décennies. Alors pour comprendre ce que je veux dire par le terme irréfutable, on va effectuer, vous me connaissez maintenant, un petit bond dans le passé. On va faire un peu d'archéologie intellectuelle, c'est-à-dire on va prendre notre petite pelle, creuser dans les terres de l'histoire pour déterrer les idées et les concepts. On va essayer de les comprendre et de les utiliser pour analyser le présent. On est à la toute fin du 19e siècle, dans son magnifique cabinet bien cosy, bien confortable du 9e arrondissement de Vienne, Sigmund Freud reçoit une patiente. C'est quoi le contexte? Freud, médecin neurologue autrichien, est dans la quarantaine à ce moment-là, il est sur le point de lancer une nouvelle théorie sur les rêves. Une théorie qui sera le point de départ d'un truc dont tu as certainement déjà entendu parler, un truc qu'on va appeler plus tard la psychanalyse. Et pour prouver cette théorie sur les rêves, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Elle dit qu'en gros, un rêve c'est toujours la manifestation d'un désir inconscient. Donc pour prouver cette théorie, il se base sur les consultations avec des patients. Ce jour-là, il reçoit donc une femme dans son cabinet, une femme qui, à chaque rendez-vous, lui donne du fil à retordre, parce que elle dit clairement qu'elle pense que cette théorie sur les rêves ne tient pas la route. Mes rêves ne montrent aucun désir inconscient, ils n'ont aucun sens, dit-elle. Et de rendez-vous en rendez-vous, Freud doit se faire une raison. Les rêves de cette patiente n'ont aucun sens, ne montrent aucun désir, aucune pulsion. Ce qui contredit un peu beaucoup sa théorie, et ça, Freud, ça l'embête un chouïa. Mais ce jour-là, quand Freud reçoit sa patiente,
son visage est différent. Son visage a retrouvé le sourire. Il regarde sa patiente triomphant et lui dit « J'ai trouvé l'explication. Vos rêves sont bien la manifestation de vos désirs inconscients. » La patiente un peu perplexe lui demande « Comment est-ce que c'est possible ?» Et Freud lui répond « En fait, votre désir inconscient, c'est quoi? C'est de voir que ma théorie sur l'interprétation des rêves est fausse. Et donc inconsciemment, vous faites des rêves qui n'ont pas de sens parce que vous voulez voir ma théorie échouer. Ce qui prouve que ma théorie est vraie. C'est QFD. » Vous avez capté l'astuce, hein. Freud avait trouvé une parade. Malin le bonhomme. Dans les années qui viennent, les théories de Freud sur le rêve et la sexualité vont faire le tour du monde. Mais voilà, certaines personnes ne se laisseront quand même pas avoir. Tenez, une trentaine d'années après cet incident, un autre Autrichien, Karl Popper, philosophe des sciences, dit que la théorie de Freud sur les rêves est irréfutable. Et quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il pense que cette théorie est solide. Au contraire. Selon Popper, une théorie pour être scientifique doit justement être réfutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité de tester cette théorie, de la mettre à l'épreuve. Je dois pouvoir faire des expériences ou des calculs qui me permettent de voir si ça tient la route. Or, quand Freud dit que les rêves de sa patiente, qui n'ont pas de sens, qui échappent à cette théorie, ne sont que le reflet des désirs inconscients de cette patiente, alors sa théorie devient irréfutable. Parce que quel que soit le rêve que fait n'importe qui, avec cette pirouette de Freud, il pourra toujours dire que ce rêve est la manifestation d'un désir inconscient, et donc c'est impossible de savoir si cette théorie est vraie ou pas. C'est comme si Freud nous disait « pile, je gagne, face, tu perds ». Si dans tes rêves il y a des objets de désir, alors ma théorie est vraie. Si dans tes rêves il n'y en a pas, c'est que tu désires au fond de toi cacher tes désirs, ou que tu désires inconsciemment me contredire, alors ma théorie est encore vraie. Ma théorie gagne à tous les coups. Et ça, nous dit Popper, ça va pas. Parce que c'est juste une manière d'immuniser une théorie contre toute critique, d'empêcher tout contre-argument. Si tu n'as aucun moyen de tester ma théorie, c'est parce que je l'ai construite de manière à toujours avoir raison. Popper nous offre donc là un critère, et sur le critérium, on aime bien les critères, donc il nous offre un critère pour distinguer une théorie scientifique d'une théorie pseudo-scientifique. Une théorie scientifique est réfutable, une théorie qui est irréfutable est pseudo-scientifique. Mais quel rapport avec notre affaire? Quel lien avec Iqusen devant le Conseil d'État? On va appliquer ce concept de réfutabilité sur l'affaire Iqusen. Et j'ouvre une parenthèse ici. Le but que je me suis fixé avec le critérium, c'est de réfléchir aux enjeux de notre communauté, les critères qu'on doit se fixer pour s'engager, les concepts qui nous permettent de mieux comprendre le monde et d'agir sur le monde de façon pertinente par la volonté d'Allah, bien entendu. C'est ce que je fais ici par exemple avec ce concept de réfutable et irréfutable. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire au courrier du Critérium. C'est une newsletter que j'envoie 2 fois par semaine où je fais ce travail de réflexion sur les concepts de manière, on va dire, plus posée, plus approfondie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien pour s'inscrire est en barre de description. On revient à nos moutons, je disais, on va appliquer ce concept de réfutabilité sur l'affaire Iqusen. Eh bien, on peut dire qu'on peut faire un parallèle entre une théorie scientifique et une enquête policière ou judiciaire. Si on vous accuse de quelque chose devant une cour de justice, il faut avoir la possibilité de prouver si ces accusations sont vraies ou fausses. Il faut avoir la possibilité de les réfuter et de se défendre. Imaginez vous êtes accusé d'un crime et l'avocat vous dit devant la cour « Je parie que vous étiez sur la scène du crime ce soir-là à 21h ». Et là vous répondez « Ah mais non, ce soir-là j'étais chez moi toute la soirée, j'ai pas quitté mon appartement ». Et l'avocat, tout content, se tourne vers le juge en disant « C'est exactement le genre d'alibi idéal qu'aurait une personne coupable ». Vous ne pouvez strictement rien faire contre ce genre de discours, c'est irréfutable. Eh bien, les arguments de Darmanin, c'est complètement ça. Revenons sur la déclaration de la représentante du ministère de l'Intérieur. Iqusen, dit-elle, tient des propos insidieux. Petit tour dans le dictionnaire pour voir que signifie ce terme. Insidieux, qui a le caractère d'un piège. Une maladie insidieuse est une maladie qui a l'air d'être bénigne, mais qui en fait cache sa gravité. Synonyme, trompeur, sournois, traître. L'avocat de Iqusen dit... Mais enfin, on reproche à monsieur Iqusen des propos discriminatoires, des appels et des incitations à la haine, puis quand on demande où sont ces propos, voilà qu'on dit « les propos sont insidieux ». La représentante de Darmanin, qui apparemment est met avant le culot, ose dire « non, mais c'est en même temps insidieux et explicite, c'est un double discours ». En gros, dit-elle, c'est ça la force de Iqusen. On ne dirait pas qu'il dit ce qu'il dit, mais en fait, il dit vraiment ce qu'il dit, comme tous les frères musulmans. Bah voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est en ce sens que les accusations contre Iqusen sont irréfutables. Son avocate pourrait dire n'importe quoi. Pour finir, on a quoi? Face, Darmanin gagne, pile, Iqusen perd. Alors c'est quoi comme logique cette situation? C'est évidemment la logique du bouc émissaire. Alors bouc émissaire, il faut savoir, c'est pas juste une expression, c'est un concept en anthropologie. Il y a quelques milliers d'années, dans certaines cités du Moyen-Orient, on prenait un bouc, et parfois malheureusement une personne, on le présentait comme le symbole des péchés ou des malheurs de la cité, on l'amenait hors de la ville, et on le tuait ou on l'abandonnait dans le désert.
Et ce qui est important de savoir, c'est que quand tu es bouc émissaire, la question de savoir si tu es coupable ou innocent n'est pas importante. C'est la fonction sociale que tu remplis qui est importante. Et c'est pour ça que quoi que tu fasses, tu ne pourras pas réfuter ce qu'on te reproche. Et la figure du bouc émissaire, elle a existé longtemps et elle existe encore. Ça a existé dans tous les pays et à toutes les époques, mais en France, alors là, c'est un sport national. Ça a été les protestants, les jésuites aussi, on l'oublie, mais les premières grosses théories du complot concernaient les jésuites, et alors évidemment les juifs. Tenez, prenez l'affaire Dreyfus. On accuse ce juif français de trahison, d'espionnage, alors qu'il est innocent et que les charges contre lui n'ont aucune solidité. Imaginez un soldat français, un membre de l'armée, comment imaginer une meilleure intégration, une meilleure assimilation? Que faire de plus que donner son corps pour la patrie? Pourtant, dans le cas de Dreyfus, bizarrement, paradoxalement, ça a joué contre lui. Son patriotisme le rendait encore plus suspect. Dreyfus a finalement été reconnu innocent, mais ça a continué. Tenez, prenez cet autre exemple, 50 ans plus tard, pendant l'occupation allemande. Les autorités inaugurent à Paris une exposition intitulée « Les Juifs et la France ». L'exposition avait pour objectif de reconnaître les signes distinctifs des Juifs, parce que bon, après des siècles de présence juive dans les villes européennes, bon nombre d'entre eux sont fondus dans la société. Au niveau du style vestimentaire, au niveau de la langue, de la façon de se nourrir et des métiers, une grande partie des Juifs ressemble en fait aux Français lambda. Certains avaient même abandonné toute pratique religieuse. Or, pour le régime de Vichy, c'était insupportable. Cette discrétion des Juifs, c'était la preuve que les Juifs avaient adopté une stratégie de dissimulation. Pourquoi? Pour mieux, évidemment, intégrer tous les rouages de l'État et changer les valeurs de la France. Autrement dit, une stratégie insidieuse. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Quand on analyse l'histoire avec les bons concepts, le présent devient plus compréhensible. Quand l'avocat de Darmanin dit « Iqiyoussen a un discours insidieux », quand elle ajoute « Iqiyoussen a compris ce qu'il pouvait dire ou ne pas dire », quand elle dit que c'est un malin, l'archétype du frère musulman et de leur double discours, quand elle conclut et Iqiyoussen appelle à voter, il utilise la démocratie, pas pour la démocratie elle-même, mais pour la déstabiliser, c'est exactement la même rhétorique avec Dreyfus ou l'exposition Les Juifs et la France. L'idée c'est de dire ces gens sont vicieux, insidieux, s'ils gardent leur langue, leurs vêtements, leur rite, alors c'est qu'ils veulent briser l'unité de la France. S'ils sont intégrés par la langue, travaillent, sont assimilés, ils rusent pour rentrer dans le système et briser l'unité de la France. Irréfutable. Face, la France gagne, pile, les minorités perdent. Cette alternative diabolique dans laquelle le pouvoir essaye d'enfermer une minorité, elle est connue depuis longtemps. Jean-Paul Sartre, par exemple, dans son livre La question juive, souligne plusieurs contradictions qu'on a dans ce genre de discours. Exemple de contradiction. Le bouc émissaire, c'est en même temps un sous-homme, il est idiot, il est bête, il est méchant, et un homme rusé, redoutable d'une intelligence diabolique. Vous voulez un autre exemple? Tiens, je vous en donne un. Le bouc émissaire, à la fois, il est réduit à sa race, à son essence, comme s'il n'avait aucune liberté d'être autre chose. Tu es noir, donc t'es paresseux, t'es arabe, donc t'es violeur et violent. Et en même temps, il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante quand il faut le punir. À ce moment-là, au moment de le juger, on considère qu'il est entièrement libre. Contradiction quand tu nous tiens. Discours irréfutable. On ne peut pas répondre à ces accusations. Et je dis nous parce que nous, en tant que musulmans, on est concernés aussi, évidemment. Le philosophe Pierre Thévagnan, par exemple, dans son livre La mécanique raciste, reprend cette description de Sartre et l'applique au cas des filles voilées qu'on voulait empêcher d'aller à l'école. On disait d'elles qu'elles étaient aliénées par des frères violents, des pères autoritaires, des imams sectaires qui obligent ces pauvres filles à porter le foulard. Mais quand ces mêmes filles arrivaient à l'école, revendiquaient leurs droits, défendaient leurs convictions, alors on les décrivait comme de dangereuses agents de l'islamisme violent, on les accusait de prosélytisme. Ce discours irréfutable t'enferme dans une alternative qui est sans issue. Soit A, t'es pas innocent, soit B, t'es coupable. Pourquoi c'est important de revenir sur tout cela? Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour mieux agir, pour mieux s'engager. Par exemple, le jour où l'imam Tarek Oubrou a écrit une tribune dans Le Monde pour appeler les musulmans à la discrétion. Et quand il dit discrétion, il est clair, il appelle à une visibilité modérée qui consiste à relativiser la pratique du foulard. Bon, en gros, le foulard ça va 5 minutes, les gars, arrêtez avec ça, ça nous rend visible. Donc, quand il écrit cette tribune, Oubrou, on est en mesure de lui dire que tu peux être aussi discret que tu veux, tu ne pourras pas réfuter le discours anti-musulman des autorités. L'histoire le montre, la discrétion ne protège pas. Alors, je sais, il est évident que ce discours des autorités, il est creux. On l'a vu tout au long de cette vidéo, ça fait longtemps qu'on a des outils, des concepts pour démasquer ce genre de baratin. Pour qu'on comprenne pourquoi ce discours, malgré sa faiblesse argumentative, est quand même triomphant, il faut qu'on s'arrête quelques secondes sur ce dialogue d'Alice avec Humpty Dumpty. Dans le tome 2 de ses aventures au pays des merveilles, un roman qui est en fait un conte philosophique sur le langage quand on lit entre les lignes. Donc Alice, elle est face à Humpty Dumpty, qui est une espèce de personnage à tête d'œuf, et ils ne sont pas d'accord sur le fait de savoir si les mots ont un sens précis. Humpty Dumpty dit que le mot gloire et le mot argument décisif signifient la même chose.
Alors je vous lis ce délicieux petit passage. Mais gloire ne veut pas dire argument décisif, objecta Alice. Lorsque j'utilise un mot, dit Humpty Dumpty avec mépris, il signifie exactement ce que je choisis qu'il signifie ni plus ni moins. La question est de savoir si vous pouvez faire signifier au mot autant de choses différentes, dit Alice. La question est de savoir qui est le maître. Un point c'est tout, dit Humpty Dumpty. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plus forts sont en mesure de plier les mots et de tordre leur sens. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Que comme pour Ikyusen, on peut nous accuser de tenir un discours à la fois insidieux et explicite. Qu'on peut dire de nous qu'on est à la fois aliéné et manipulateur. Qu'on peut nous accuser d'être communautariste, donc replié sur nous, et en même temps coupable d'entrisme, c'est-à-dire qu'on veut entrer partout, s'intégrer dans tous les rouages de l'État. Oui, tout ceci est contradictoire, oui, tout ceci est irréfutable, tout ceci n'a aucun sens, mais c'est le genre d'argument que le Conseil d'État a quand même validé. Parce que si le rapport de force n'est pas en ta faveur, ton discours, même s'il est vrai, ne pèsera pas grand-chose. Et tout ceci a des implications directes dans notre manière de parler, de nous défendre, de construire une stratégie médiatique et politique. Il y a des exemples très concrets. Par exemple, le fameux débat sur la laïcité. Protester sur le fait que la laïcité est dévoyée, que en vrai, dans l'esprit de la loi, la façon dont les autorités et les médias présentent la laïcité, c'est pas fidèle à la réalité. Quand on dit que la liberté d'expression, elle est à géométrie variable, qu'elle n'existe que pour ceux qui vont dans le sens du discours dominant, toutes ces protestations sont nulles et non avenues si on ne travaille pas d'abord sur le rapport de force. Si dans la société on ne représente pas une certaine force, alors sur le plan du discours, pareil, on pèsera très peu. Si je devais résumer et conclure en une phrase, je dirais le langage est un champ de bataille politique. Si sur le champ politique, et comme j'ai déjà dit ultimement dans d'autres podcasts et vidéos, la bataille politique signifie bien plus que juste l'acte de voter, ça peut même signifier autre chose que l'acte de voter. Donc si sur le champ politique on est désunis, faible, idéologiquement éparpillé, alors on sera cantonné à une position de bouc émissaire, accusé avec des charges irréfutables dans un jeu de langage où nos mots ne valent rien même s'ils sont vrais. Il est urgent de réfléchir à une stratégie et pour ça, comprendre les concepts importants de l'histoire sociale et politique est une étape essentielle. C'est ce que j'ai pu vous montrer dans cet épisode avec quelques concepts pertinents, réfutabilité en sciences et épistémologie, bouc émissaire en anthropologie, quelques éléments sur la philosophie du langage. Il faut s'approprier ces concepts que je vous ai présentés de manière très vulgarisée, c'est beaucoup plus complexe dans la réalité, mais il faut s'approprier ces concepts pour comprendre le monde, savoir comment agir et savoir comment ne pas agir. C'est ce que, à mon humble niveau, je m'emploie à faire, ici dans ces vidéos, sur mes réseaux, dans la newsletter, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oublions pas que notre sort, et celui de nos adversaires d'ailleurs, sont soumis à la volonté d'Allah, le Très-Haut, c'est vers lui en priorité qu'on doit se tourner, pour l'implorer, le supplier de nous guider et lui demander le pardon. Chers amis, chers frères, chères sœurs, à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.